Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Bougnoux, magistrate et vice-présidente de l'association Amour, pour parler du manifeste pour une justice humaine et indépendante, publié chez Henrik B. Éditions. Marie Bougnoux, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit en introduction, vous êtes magistrate, vice-présidente de l'association Amour, l'association des magistrats et personnels et usagers de la justice œuvrant pour l'unité de la réforme. Alors pourquoi avoir écrit ce manifeste ? L'idée était de porter une réflexion globale que nous voulons ouverte, qui au départ nous rassemble effectivement, moi et les deux autres co-auteurs qui sont aussi des magistrats, mais nous voulions ouvrir cette réflexion à tous ceux qui sont concernés par le fonctionnement, plus exactement les dysfonctionnements de la justice actuelle et la volonté de rendre à la justice sa place, de renouer avec la confiance avec les usagers. D'où l'idée de rassembler dans cette association un maximum de personnes et surtout des citoyens aussi qui ont certainement des choses à dire puisqu'ils sont concernés au premier chef. Donc l'idée de ce livre, c'était de résumer nos idées phares et d'essayer de rassembler le plus grand nombre pour aussi avoir une légitimité et une fois encore réfléchir à plusieurs, puisque plus on est à réfléchir, plus on est intelligent. Et l'idée, c'était aussi de montrer à partir du constat, donc on connaît tous l'état de la justice, la pénurie de moyens, mais qu'il n'y avait pas que cette question des moyens, il y a plein de propositions sur tout ce qui est organisation de la justice, carrière des magistrats, la formation, la nomination. Et justement, une des propositions phares, c'est la réforme du parquet, qui est un véritable serpent de mer. Pourquoi faut-il faire cette réforme, selon vous ? L'objectif de ce livre est en effet de dresser des constats, mais aussi de faire des propositions concrètes. Une fois qu'on a déploré les choses, il faut aussi construire, et c'est notre objectif. Le statut du parquet, c'est effectivement un serpent de mer, c'est une réforme qui est repoussée sans cesse. Pour expliquer très rapidement, en France, il existe des magistrats du siège, des magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont totalement indépendants et inamovibles. Ils sont nommés sur proposition du ministère de la Justice, mais après validation du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui n'est pas le cas pour les magistrats du parquet, pour lesquels, effectivement, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est indicatif et pourrait ne pas être suivi par le pouvoir exécutif qui est à la base de la proposition de nomination. Les magistrats du parquet sont également soumis à un lien hiérarchique avec le garde des Sceaux, qui est garant de l'application, nous dit la Constitution, de la politique pénale sur l'ensemble du territoire. La difficulté avec ceci, c'est que ce lien très fort qui existe entre le pouvoir exécutif et le parquet génère une suspicion généralisée et finalement nuit à la réelle indépendance et à la réelle impartialité des magistrats du parquet. Par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère que ce statut n'est pas totalement satisfaisant pour pouvoir considérer les magistrats du parquet comme de réels magistrats indépendants. Et on voit bien la suspicion généralisée que cela peut créer dans l'opinion publique, notamment dans le cadre des affaires politico-financières qui se développent largement ces dernières années. L'idée est donc... Alors, il y a finalement deux propositions. Une à minima qui est de dire alignons le régime de nomination des magistrats du parquet sur celui du siège, en laissant le CSM totalement décider, en le laissant aussi proposer les nominations des chefs de juridiction, c'est-à-dire des plus hauts hiérarques du parquet, et faisons en sorte que le CSM soit également compétent au plan disciplinaire, y compris au niveau de la saisine. Déconnectons un minima, on va dire, du pouvoir exécutif. Cette proposition nous paraît insatisfaisante dans le sens où elle maintient le lien hiérarchique qui est générateur en tout cas de quiproquos, voire de réelles difficultés sur l'indépendance. C'est pour ça que vous voulez aller plus loin. Absolument. Et créer un Conseil supérieur de la justice ? Alors oui, qui soit en charge effectivement de la nomination, de l'aspect disciplinaire, mais pour garantir la cohérence de l'application de la politique pénale sur le territoire, comme le garde des Sceaux le fait actuellement, nous proposons la création d'un directeur national de l'action publique qui soit garant de la cohérence de cette politique, qui exerce ce pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet, le tout en concertation avec les conférences des procureurs et des procureurs généraux qui sont, eux, sur le terrain et donc les témoins directs des nécessités et des besoins qui remontent effectivement de l'exercice sur le terrain. Nous souhaitons également effectivement réformer le Conseil supérieur de la magistrature en le transformant en Conseil supérieur de justice, en élargissant son nombre et le spectre de sa compétence. Quelle serait sa compétence, son organisation ? Oui, nous souhaiterions qu'il soit plus représentatif de l'ensemble de la magistrature et qu'il soit composé de façon paritaire entre des membres non magistrats et des membres magistrats. Les membres non magistrats sont actuellement dans une très large mesure désignés par le pouvoir exécutif. L'idée serait, là aussi, de déconnecter davantage ce lien en prévoyant que ces nominations soient le fait du pouvoir législatif, du Conseil national des barreaux, du Conseil d'État, de la Cour des comptes,
car il en faut des membres extérieurs, nous ne le contestons pas, mais dans une proportion égale à celle des magistrats, lesquels devraient être plus représentatifs de tous les échelons judiciaires, des hauts magistrats comme finalement des magistrats de base, des jeunes magistrats qui débutent. Alors, le but, c'est vraiment de couper le lien avec l'exécutif, mais aussi avec la chancellerie. Ça veut dire moins de pouvoir de la chancellerie sur les magistrats? Tout à fait. L'idée, ce serait que ce Conseil supérieur de justice soit autonome dans les désignations, dans les nominations, dans le process de nomination, qu'il ait son mot à dire également sur le budget, sur la gestion des ressources humaines, finalement, de façon générale, de la justice, ce qui dégarnit dans une très large mesure, effectivement, le ministère de la Justice de ses attributions actuelles. Mais pour ce faire, il faudrait évidemment qu'il soit doté et qu'il soit dans un nombre suffisant, et également, surtout, que les magistrats et les personnels qui le composent puissent être déchargés de leur activité juridictionnelle, qui continue actuellement à exercer en plus de toutes ces attributions. Alors, il y a la question des moyens de la justice. On en a abondamment parlé ces derniers temps, notamment avec la tribune des 3000. Mais cette tribune a aussi fait ressortir l'aspect humain, l'aspect des ressources humaines. Et vous proposez, vous, un certain nombre de recommandations pour restaurer ce que vous appelez une humanité éthique. Ça veut dire quoi ? L'humanité éthique, c'est finalement ce qui fonde ce qu'on appelle l'office du juge, c'est-à-dire la mission du juge, ce qu'il fait quand il préside une audience. Très simplement, une audience, quand on est juge aux affaires familiales, notre travail, c'est évidemment de rendre une décision en appliquant le droit, en trouvant la solution la plus adaptée, nous dit le texte, dans l'intérêt de l'enfant. Et pour ce faire, il faut avoir le temps d'écouter les gens, dont ce sera peut-être d'ailleurs le seul procès de toute leur vie. Et ces gens-là ont des choses à nous dire sur ce qu'ils ont vécu, sur leurs inquiétudes, sur ce qu'ils souhaitent pour leur vie, celle de leurs enfants. Le fait est que l'état actuel des effectifs dans la magistrature fait qu'il est très difficile de consacrer ce temps, alors que cela est évidemment fondamentalement nécessaire, c'est au cœur finalement de l'office du juge, parce que les dossiers s'accumulent et qu'on a de moins en moins de monde pour les traiter, qu'il y a une souffrance au travail manifeste et un épuisement professionnel chez les magistrats qui génère également un certain nombre d'absences. Donc, restaurer l'humanité éthique, et c'est tout le sens de la tribune des 3000 devenue celle des plus de 7000, je crois qu'on peut considérer qu'effectivement le consensus est total sur ça, replacer finalement ce qui fait le cœur de notre métier, donc l'humain, au cœur de l'audience. Même chose pour les victimes ou même pour les personnes qui sont prévenues ou qui sont condamnées. Les études démontrent que si quelqu'un qui a saisi la justice s'est senti écouté par son magistrat, au cours de son procès a pu s'exprimer, il adhère d'autant à la solution, même si elle lui est défavorable à la solution qui est donnée. Donc c'est donc un moyen de garantir le rôle de régulateur des rapports sociaux de la justice. Alors dernière chose, les conclusions des États généraux de la justice vont être remises aujourd'hui au chef de l'État. Quel bilan faites-vous de ces États généraux de la justice ? Alors notre association y a participé en concertant assez largement nos adhérents et du reste tous les collègues, les avocats et les personnes qui souhaitaient y participer. On attend beaucoup et on est un peu inquiet, ne serait-ce que déjà par le process de remise de ce rapport et le timing qui a été très long par rapport à celui qui était annoncé. Je crois que la justice attend beaucoup, elle attend des moyens, mais et c'est le sens de notre livre, pas uniquement, et peut-être des propositions un peu plus ambitieuses que ce que je pouvais expliquer sur le parquet ou sur le fait de dire il faut réformer la procédure pénale. Je pense que le problème est le plus important. Il faut repenser la place de la justice et lui redonner la place qui doit être la sienne dans un état de droit. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Ténor du droit. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.